Bonjour à tous. Je vais me permettre de commencer pendant que les dernières personnes trouvent leur place dans la salle. Prochain échange dédié à quelque chose qui va révolutionner le commerce mondial en 2027. Vous allez probablement me trouver emphatique, mais vous allez voir pendant le débat que on va découvrir énormément de choses. Je parle du QR code augmenté GS1, c'est donc notre sujet. Et pour comprendre comment, je vais tout de suite appeler sur scène mon plateau, en commençant par Nathalie Cabu, Head of Digital Service pour L'Oréal. Stéphane Lanuzel, Beauty Tech Programme Director pour L'Oréal aussi. Delphine Lebas, Directrice Développement et Transformation Durable chez Gémeaux. Miguel Angel Gonzalez-Gisbert, Global Chief Technology et Data Officer pour Carrefour. Et Didier Veloso, Président exécutif et CEO de GS1 France. Didier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes, je vais rappeler brièvement, président exécutif et CEO de GS1 France. GS1 France, c'est une organisation à but non lucratif qui a été créée par les entreprises du retail pour les entreprises du retail. Et votre objectif depuis 50 ans, c'est de définir un langage commun qui automatise et digitalise les échanges entre partenaires commerciaux. Ce langage commun repose sur une donnée produit standardisée qui permet d'identifier pour mieux échanger. Alors, l'un de vos standards les plus connus, il a bipé en 1952 sur un paquet de chewing-gum aux États-Unis, c'était sur un paquet Wrigley's, c'est le code barre. Et de manière plus générale, cette donnée standardisée que vous travaillez, le langage GS1, est devenu un rouage essentiel depuis des décennies dans les échanges commerciaux. Pour autant, on est là aujourd'hui pour parler d'une autre révolution, d'une nouvelle révolution, celle qu'annonce aujourd'hui le QR code augmenté GS1. Alors, vous allez-vous m'expliquer de quelle révolution on parle exactement ? Tout à fait, Vanina. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, la révolution dont on parle, c'est la révolution de la donnée produit. Nous savons tous que les entreprises sont confrontées aujourd'hui à des bouleversements qui sont majeurs. Et pensez à la révolution numérique qui se poursuit, qui s'intensifie. Et nous sommes très fiers chez GS1 France d'y contribuer, notamment par la numérisation, la digitalisation des produits. Il y a également une préoccupation de plus en plus forte pour produire et pour consommer de façon plus responsable. Et on cherche tous par là à augmenter la part de circularité dans notre économie. Il y a de plus en plus de réglementations au niveau européen, au niveau français, qui vont dans ce sens. Et il est très encourageant également de voir que nos consommateurs, les consommateurs que nous sommes, sont prêts aussi à changer leur comportement d'achat pour consommer de façon responsable. Ils nous demandent en fait de mieux les informer pour qu'ils consomment mieux. Eh bien, tous ces changements, qui sont des changements majeurs, ils n'auront lieu à l'échelle que si on apporte une donnée produit qui va être complètement révolutionnée, une donnée produit beaucoup plus importante, une donnée produit dynamique, une donnée produit augmentée, qui va permettre au fond de faire deux choses. La première, c'est de mettre sur le marché des produits qui sont beaucoup plus vertueux, et d'autre part, de transformer cette donnée produit en information produit, ce qui permettra évidemment aux consommateurs d'avoir des actes d'achat plus responsables. Pensez à la traçabilité. Sans données fiables, sans une quantité importante de données produits, eh bien, il n'y a pas de traçabilité qui soit fiable et donc il ne sera pas possible en fin de cycle de vie de pouvoir recycler par exemple ou étendre le cycle de vie d'un produit. Alors cette révolution de la donnée produit, elle repose sur quelques éléments très importants. Et je pense que c'est important de les rappeler en introduction parce qu'on va entendre beaucoup de cas d'usage de la part de mes collègues. Et c'est important de voir en quoi le QR code augmenté pourra y répondre. La première, c'est que la donnée produit qui est aujourd'hui structurée, eh bien, elle devra continuer de l'être, bien évidemment. Elle devra aussi être ouverte, interopérable. Et c'est là aussi où interviennent les standards GS1, notamment, qui sont ouverts à tous. Cette donnée, elle devra être beaucoup mieux informée. On parle beaucoup de la donnée produit, mais dans les années à venir, il sera absolument crucial que cette information soit de très grande qualité, parce que sinon, eh bien, on ne pourra pas avoir des produits vertueux, on ne pourra pas les recycler, les réparer, comme je disais tout à l'heure.
on va avoir affaire à beaucoup plus une quantité donc beaucoup plus importante d'informations, mais aussi une information, une donnée qui sera dynamique, puisque la donnée dynamique, on sait, commence au moment du conditionnement, mais on aura besoin de suivre la vie d'un produit, et pour le réparer, eh bien, on aura besoin de beaucoup plus de données produits. Enfin, cette donnée produit, pour bien comprendre cette révolution qui s'annonce, elle doit être transparente, elle doit être ouverte, elle doit être aussi accessible au plus grand nombre, et bien évidemment aux consommateurs, puisque c'est là qu'elle devient de l'information, et c'est grâce à ça qu'on pourra avoir des actes d'achat plus vertueux. Alors une fois qu'on a opéré tous ces constats et qu'on voit que cette révolution est effectivement en marche au présent, mais également à l'avenir, comment vous accompagnez concrètement aujourd'hui les entreprises sur ce besoin nouveau de data ? Alors cette donnée produit, cette révolution qui s'annonce, il faut vraiment garder en tête qu'il faut s'en emparer, je dirais, nous tous. Nous avons ici des gens du marketing, nous avons des gens de la RSE, nous avons des gens de la donnée, et on a voulu justement que ce tour de table soit multifonction pour comprendre que cette révolution, eh bien, elle doit être... tout le monde doit s'en emparer dans une entreprise, y compris évidemment les responsables de ces entreprises. Très concrètement, chez GS1, au-delà de cette sensibilisation, bien sûr, nous continuons à travailler d'une part sur ce que nous avons toujours fait, c'est-à-dire nourrir, enrichir les modèles de données, notamment en y ajoutant en travaillant ensemble, bien sûr, les attributs qui permettront de répondre aux attentes des consommateurs, aux attentes des marques, aux attentes des nouvelles réglementations. Mais le grand changement, je dirais vraiment l'élément le plus important cette année, c'est le lancement du QR code augmenté GS1, le bien nommé. On a décidé de l'appeler augmenté, et ce n'est pas par hasard. Et on a décidé de l'appeler augmenté parce qu'il va permettre de capturer, pour faire simple, beaucoup plus d'informations qui sera partagée avec un très grand nombre de personnes sur l'ensemble de la chaîne de valeur, et notamment avec les consommateurs en l'informant mieux et avec plus de données. Et est-ce qu'on peut être un peu plus concret ? Est-ce que vous pouvez nous raconter cette technologie, ce qu'elle a de nouveau et comment elle fonctionne ? Encore une fois, je pense que c'est... merci Vanina pour cette question, parce que ça nous permettra peut-être de mieux comprendre les cas d'usage et de voir à quel point c'est une technologie qui est riche et qui permet énormément de choses. Alors, on se compare au code à barres que vous connaissez tous. Vous mentionnez, Vanina, que c'est sans doute le standard le plus connu et le plus universel de GS1, puisqu'il est sur aujourd'hui, il y a 5 milliards de produits dans le monde, donc on sait tous que c'est qu'un code barre. Eh bien, le premier avantage du QR code augmenté, c'est qu'il va reprendre toutes les fonctionnalités d'un code barre. Donc, identifier à travers un code un produit pour l'échanger sur l'ensemble de la chaîne de valeur, ça, c'est la fonction de base d'un QR code augmenté. GS1, bien sûr qu'on ne va pas perdre de ça, et on s'assurera que la migration se fasse en bonne et due forme. Mais on l'appelle aussi un code barre nouvelle génération. Pourquoi ? Parce qu'il intègre un lien URL, et qui dit lien URL dit un accès illimité au monde du web. On y reviendra en termes d'engagement consommateur. Je vois mes amis de L'Oréal qui sourient parce qu'ils ont été les pionniers en la matière. Donc il intègre aussi un lien URL. Il permettra également de digitaliser de la donnée dynamique. Et là, je vois mon ami de Carrefour qui sourit aussi, puisque ça veut dire par exemple qu'on pourra digitaliser une date limite d'utilisation ou un numéro de lot. Autrement dit, avoir enfin une automatisation du retrait-rappel en caisse dans les mois qui viennent. Et enfin, il permettra, comme je disais tout à l'heure, c'est critique pour cette révolution de la donnée produit, il permettra d'être lu non seulement sur l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est très bien, mais aussi et surtout par des consommateurs, ce qui nous permettra d'ouvrir le cas d'usage. Donc avec un simple scan, ce sont de très très nombreux cas d'usage, des possibilités infinies, comme on dit chez nous. Et puis, gardons aussi en tête, comme je disais, que le QR code augmenté va remplacer le code barre, c'est-à-dire qu'il va être porté à terme par au moins 1 milliard de références dans le monde. Et c'est vous dire la force de frappe du QR code augmenté pour répondre à cette révolution de la donnée produit qui s'annonce. Donc ça reste quand même une information de taille, la disparition programmée et progressive du code barre, un nouvel outil, une nouvelle technologie qui est le QR code augmenté GS1. Il est déjà à disposition, ce QR code. Certaines entreprises pionnières
commencent déjà à l'utiliser. On a la chance d'en avoir quelques-unes avec nous aujourd'hui. Alors, je vais me tourner vers elles pour comprendre, de leur point de vue, quels sont les nouveaux enjeux de cette technologie dédiée. On peut peut-être commencer par le groupe L'Oréal. Stéphane, par exemple. Merci Vanina, merci Didier pour cette introduction et bonjour à tous. Donc, ce QR code, qu'on appelle maintenant QR code augmenté, on s'en est saisi chez L'Oréal il y a à peu près 5 ans maintenant. Parce que moi, je pilote une grande transformation qui s'appelle la Beauty Tech, c'est comment on utilise la technologie pour réinventer l'expérience consommateur. Et la technologie, tout le monde pense IA et Gen IA en ce moment, mais pour nous, c'était aussi le QR code. Et pourquoi? Parce que chez L'Oréal, on vend 7 milliards de produits par an. Et donc, notre premier moyen moteur d'échange avec nos consommateurs, c'est ce produit physique. Et vous en faites tous l'expérience. Quand on travaille avec le marketing, on essaye de mettre le plus d'informations possible sur ces produits, comment on doit mettre des informations réglementaires, quand on doit les mettre en plusieurs langues. On écrit de plus en plus petit. Donc, on s'est demandé comment on pouvait travailler sur ce principal point de contact avec nos clients qui était le produit physique. En parallèle, on menait la transformation digitale. 28% de notre chiffre d'affaires sur l'e-commerce, 75% de nos investissements médias sur les plateformes digitales. Et on s'est dit comment on peut faire le lien entre le produit physique et le monde du digital. Et c'est comme ça qu'est né le QR code. On s'est dit, on va mettre ce petit QR code sur nos produits. Et on verra tout à l'heure, on l'a mis sur 1 milliard de nos produits. Et qui va nous permettre, quand un consommateur scanne, de faire ce lien entre le monde physique et le monde du digital. Et on travaille d'ailleurs sur le monde virtuel, parce que maintenant on vit dans 3 mondes, le physique, le digital et le virtuel. Donc c'est vraiment ça l'utilisation de cette technologie, c'était vraiment pour réinventer l'expérience consommateur dans son échange avec le produit. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Donc c'est pour ça que c'est au cœur de notre transformation Beauty Tech, parce que c'est une technologie très simple, le QR code, qui permet de réinventer une expérience de la beauté. Merci beaucoup Stéphane. Et pour le groupe Carrefour, quels enjeux avez-vous identifiés? Bonjour Vanina et bonjour à tous. Moi, je dirais déjà, je ne sais pas si on se rend compte qu'on passe d'un code barre à une dimension à un code barre à 2 dimensions. Et ça veut dire qu'on passe de 14 caractères à 4000 caractères. Et donc, ça veut dire que là où aujourd'hui on s'est contenté de simplement pouvoir stocker un simple chiffre, demain, on va pouvoir stocker des adresses, des images, des liens web, de la traçabilité. Vous voyez, c'est assez fou. Ensuite, pour Carrefour, peut-être pour répondre à votre question, je dirais allez, passé, présent et futur. Donc, sur les passés, on a aussi un peu d'histoire avec cette technologie. En 2018, on s'est lancé sur l'aventure de la blockchain. Et donc, on a mis des QR codes dans nos produits et qu'on a aussi blockchainé. Et finalement, voilà, donc c'était les fameux poulets d'Auvergne filière qualité Carrefour. Et donc, les clients pouvaient scanner ça et avoir accès à toutes les informations de traçabilité de la ferme jusqu'au rayon. Donc, ça, c'est les passés. Mais voilà, les QR codes augmentés chez Carrefour, c'est aussi les présents. Parce qu'on est en train de travailler aujourd'hui, voilà, très poussé aussi par la régulation sur les vins et les spiritueux. Et je reviendrai sur cet exemple un petit peu après. Et j'ai surtout envie de dire, c'est le futur aussi. Ça nous ouvre énormément de possibilités. Si je vais prendre, par exemple, les opérations, pour prendre quelque chose de très concret, les opérations au magasin. Aujourd'hui, voilà, on a des outils pour gérer la démarque au magasin. Et on a fait des choses, c'est pas mal, on a digitalisé un peu, mais ça reste assez manuel. Si demain, on arrive dans les QR codes à rajouter des informations sur la date de préemption, la date d'expiration de nos produits, on pourrait automatiser beaucoup plus. Et qui dit automatiser, dit aussi automatiser, augmenter l'efficience de la supply chain sur les commandes, sur les transports. Vraiment, enlever les papiers de la supply chain, c'est très important. Et tu le disais, Didier, pour continuer sur le thème des opérations, on a aussi la qualité, les retraits rappels. Voilà, on va pouvoir être beaucoup plus granulaire. Bon, tout ça pour dire que oui, je pense que c'est une révolution. Alors, donc on voit que le groupe L'Oréal et le groupe Carrefour ont identifié un fort sujet de traçabilité, puisque même avant l'invention de ce nouveau QR code augmenté GS1, c'est des choses que vous avez explorées.
vous, par rapport à la blockchain, et puis vous aviez commencé à travailler le QR code simple. Delphine, aujourd'hui, vous êtes là pour représenter un petit peu le secteur du textile à travers l'enseigne Gémeaux. Est-ce que c'est la même promesse de traçabilité? Est-ce que cette promesse aussi existe pour le secteur du textile? Tout à fait. Aujourd'hui, si on parle de l'industrie textile, il y a grosso modo 2 enjeux majeurs qui sont d'informer le client et de pouvoir retracer en fait toute la fabrication, la chaîne de valeur du produit. Prenons un instant pour parler du contexte. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde au regard de la filière textile? Tout d'abord, d'un point de vue réglementaire, dans les 5 prochaines années, c'est plus de 35 réglementations majeures de par le monde qui vont émerger sur des sujets aussi vastes que le social, l'environnemental ou la traçabilité. Et pour la plupart d'entre eux, des contraintes d'afficher et de donner à voir aux clients vont être demandées. Alors je vous laisse imaginer la taille du parchemin étiquette en police 1 minimum, Arial, hein, si je dois tout mettre à l'intérieur, ça va être une vraie problématique. Ensuite, sur les éléments de contexte, c'est la transformation de l'acte d'achat de la part du consommateur. Aujourd'hui, on a un consommateur qui veut être informé, qui veut être plus responsable dans son achat, un peu schizophrénique parfois, mais quand même plus informé et à pouvoir acheter en conscience. J'en veux pour preuve toutes ces nouvelles applications qui émergent aujourd'hui. Dans le textile, vous avez le Yuka du textile qui s'appelle Clear Fashion notamment. Et aujourd'hui, vous avez une transformation majeure qui est en train de s'opérer autour de l'économie circulaire. Alors, qu'on a souvent tendance à réduire à ces nouveaux modèles de seconde main, mais qui est une transformation dans l'organisation même de l'entreprise. Une entreprise historique a été construite de manière linéaire, à savoir je produis, je vends, et pour un acheteur de vêtements, j'achète, je porte éventuellement et je jette. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est un changement de paradigme complet. Les produits, on souhaite les faire durer plus longtemps, liés aux limitations de ressources, aux limites planétaires que je ne vais pas détailler ici, qui sont un sujet qui me passionne. Mais vous avez en fait l'ensemble des départements qui doit opérer cette mutation. Un produit textile n'a jamais été conçu aujourd'hui et jusqu'à présent dans l'entreprise pour revenir dans l'entreprise. Les systèmes d'information aujourd'hui ne sont équipés que pour vendre un produit neuf. Le produit n'existe pas dans des états intermédiaires à réparer, à recycler, à jeter ou à revendre. Et donc, la transformation, que ce soit des opérations, de la supply, de la finance, va être majeure. Et donc, le QR code, en synthèse, va pouvoir nous aider à répondre à ces 3 enjeux que sont la réglementation, l'information et adresser ces nouveaux modèles d'économie circulaire. Alors, donc, 3 enjeux majeurs et une solution pour y répondre. Si on commence à parler de la réglementation, puisque finalement, c'est un enjeu dont vous soulignez l'importance et l'aspect aussi massif de ces prochaines années. Comment allez-vous pouvoir utiliser le QR code augmenté GS1 justement pour défier toutes ces problématiques réglementaires qui arrivent? Alors tout d'abord, d'un point de vue territoire régionalisation, c'est-à-dire que demain, il va falloir répondre avec un même produit vendu dans tous les pays à la réglementation locale. Aujourd'hui, aux États-Unis, par exemple, dans l'État de New York, vous avez le Fashion Act, mais tous les États auront leur propre réglementation. Et donc auparavant, où il suffisait de traduire en anglais le produit, eh bien demain, il faudra pouvoir répondre à cette réglementation spécifique. Donc le côté régional, territorial sera clé et le QR code y répondra. Et ensuite, ces réglementations, elles évoluent. Je vais vous raconter l'histoire de l'affichage environnemental du textile. Vous savez, c'est l'équivalent du Nutri-Score, mais dans le textile. Et bien, vous avez la France d'un côté et vous avez l'Europe de l'autre. Et ils ne sont pas d'accord. La France dit, vous devez afficher l'impact environnemental du textile en option en 2024 et en obligatoire en 2025. Nous sommes début décembre, nous ne savons toujours pas ce que nous devons mettre à l'intérieur de cet affichage environnemental. Et l'Europe dit, moi j'ai raison, donc de toute façon, quoi que le pays fasse, le jour où je sors mon affichage environnemental, qui n'est pas basé accessoirement sur le même référentiel, vous devrez mettre le mien. Entre-temps, et donc ça c'est sur 2025-2026. Entre-temps, votre produit, il a été produit, il est sur le marché. Et bien, le fait d'avoir un QR code, cela ne fiche pas, cela rend dynamique et cela permet de répondre aux différentes vagues de réglementation qui vont pouvoir arriver. Alors, il y a la réglementation, il y a aussi l'aspect juridique de manière plus globale. Et Stéphane, vous me disiez qu'en la matière, cette nouvelle technologie allait peut-être pouvoir bâtir des stratégies de protection de marque plus efficaces.
Oui, quand on travaille dans le domaine du luxe, la problématique de l'antidiversion et de l'anticontrefaçon est un sujet important. Et le QR code, dans sa version sérialisée, où on arrive à identifier chacun des produits individuellement, comme le fait la pharma actuellement, puisque en Europe, chacune de vos boîtes de médicaments, quand vous en achetez une, il y a un petit code qui est unique pour chaque produit. Et ben, en utilisant cette technologie-là, ça nous permet, nous, de suivre de manière individuelle chaque produit dans son parcours, depuis le fournisseur jusqu'au consommateur, jusqu'à l'utilisateur. Et une des possibilités que ça offre, ça veut dire que quand le consommateur scanne ce produit qui est sérialisé, ça nous permet de savoir que ce produit-là, il est arrivé dans tel pays et il est utilisé dans tel pays. Et par définition, c'est une information importante parce que nous, ça nous intéresse de savoir que ce produit qui était à destination de l'Italie, tiens, bizarrement, on l'a retrouvé en Angleterre et ça, c'est un problème. Et donc, ça permet ce que j'appelle de faire du crowdsourcing de l'inspecteur qui, au lieu d'aller acheter de manière aléatoire des produits dans les points de vente pour essayer de trouver les circuits de contrefaçon ou de diversion, on est capable d'avoir maintenant des informations beaucoup plus précises avec le scan des consommateurs pour pouvoir cibler les gestes de rachat. Alors, on parle beaucoup du potentiel, on parle beaucoup du futur. Miguel, vous parlez aussi du présent. Donc, finalement, vous êtes un des premiers à l'adopter de manière très concrète, cette technologie du QR code augmenté GS1 à des fins réglementaires, en tout cas pour répondre à la réglementation. Je vais d'ailleurs demander à la régie de projeter immédiatement une slide, puisque c'est votre première utilisation de cette technologie et elle vous a aidé, je crois, à solutionner effectivement une nouvelle demande réglementaire très récente. Oui, tout à fait. Bon, c'est tellement beau, je suis très fier de ça. Et en fait, non, plus sérieusement, effectivement, on est impacté par la réglementation sur les rayons des vins et des spirits. Et juste pour, je ne sais pas si vous le savez, mais Carrefour, on produit du vin aussi. En fait, on a une maison qui s'appelle la maison Joan Boublé, on l'appelle MJV, qui produit du vin à Bordeaux. Et donc, la loi, en fait, qui est une loi qui sortira le 8 décembre 2023, nous impose à afficher des informations nutritionnelles dans les bouteilles de vin. Et bon, on va se dire, c'est une contrainte, mais c'est aussi une opportunité parce que c'est la première fois, en fait, qu'une loi dans l'alimentaire accepte de porter des informations déportées en digital. Et donc, si on regarde ça comme une opportunité, vous imaginez, en fait, dans une bouteille de vin, c'est très, très difficile d'avoir des informations nutritionnelles. Donc, voilà l'idée de ce qu'on était en train de faire. Finalement, c'est si simple comme pouvoir scanner une bouteille de vin avec mon téléphone et avoir accès à toutes les informations nutritionnelles sur la bouteille. Et l'avantage, je suis tout à fait d'accord sur le côté dynamique, c'est qu'une fois qu'on aura fait ça, si demain la réglementation change et qu'on doit montrer d'autres choses, d'autres types d'informations, ça serait beaucoup plus simple aussi d'adapter le mécanisme. Donc je tiens à préciser que cette étiquette, c'est la première fois qu'on la voit, donc elle vient d'être finalisée pour une loi qui, donc effectivement, va bientôt entrer en vigueur. Merci. Oui, on va commencer à voir ça sur les vendages 2024. Voilà. D'accord, ok. Alors, on a vu le côté réglementation et juridique. Delphine parlait aussi tout à l'heure de l'engagement consommateur, qui est un volet très important. Et c'est à Nathalie que je vais donner la parole. Nathalie, vous êtes Head of Digital chez L'Oréal. Vous vous définissez vous-même, alors je vais reprendre votre formulation, comme un coach des marques. Ça veut dire que voilà, vous êtes presque une fonction super, vous accompagnez toutes les marques dans la recherche, la définition, le déploiement d'expériences qui correspondent à leur ADN et à leurs audiences. Et le département tech qui est à côté de vous est venu vous voir un jour avec cette technologie et vous y avez vu tout un potentiel finalement pour aider justement ces marques à déployer quelque chose de nouveau dans la relation client. Alors on reviendra tout à l'heure sur un sujet aussi très intéressant qui est la relation pluridisciplinaire que va amorcer cette technologie dans l'entreprise. Mais au-delà de ça, sur l'engagement client aujourd'hui, sur l'engagement consommateur et la nouvelle relation qu'elle va permettre de travailler, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter ? Bonjour à tous tout d'abord. Merci Vanina pour cette introduction. Je pense qu'effectivement, comme le disait Stéphane, en tant que pionnier, très vite L'Oréal a saisi l'opportunité en y voyant, les équipes marketing en tout cas, y ont vu une opportunité d'un nouveau point de contact et donc d'un nouveau relais
pour déployer du contenu, déployer des expériences. Et des expériences qui peuvent être très très différentes. On peut aller, donc on en a parlé, de la traçabilité du produit, des informations sur le sourcing, où sont produits les différents ingrédients qui sont dans nos produits, jusqu'à de l'expérience plus servicielle. Donc ça peut être explorer un virtual try-on, donc un essayage de maquillage avant d'acheter son produit. Alors je veux bien, excusez-moi, je vous coupe, mais du coup, quand peut-être vous aviez des slides, je vous avais demandé de nous préparer des slides sur les expériences justement que vous avez déjà commencé à d'illustrer déployer. effectivement certains des propos. Et je vous rends la parole et je vous prie de m'excuser pour cette interruption. Mais effectivement, là, ce que vous allez voir à l'écran, c'est les différentes approches de contenu que l'on dévoile, en tout cas chez L'Oréal, derrière ces types de QR codes. Et effectivement, donc ça peut être aussi bien donc des services, des informations sur la transparence, mais de l'éducation. On peut imaginer aussi un tutoriel de maquillage ou un tutoriel de soins. Donc en fait, ce dont on parlait, et que ce soit dans les différents domaines, qu'il soit du textile ou de la distribution, ce qui est formidable avec cette opportunité et cette révolution, et on en a parlé, et on n'a pas trouvé meilleur mot que de dire une expérience augmentée. Et donc tout d'un coup, en fait, nos produits deviennent beaucoup plus, j'allais dire, dynamiques. Et en fait des objets vivants, c'est-à-dire que en fait, derrière, grâce à la capacité de ce QR code à transmettre du contenu, nous permettent d'avoir une capacité dynamique à donner des informations qui peuvent être différentes en fonction des catégories de produits. Vous avez déjà donc des cas à votre actif, comme Miguel, vous avez commencé à déployer sur des marques un peu pilotes des choses, peut-être qu'on peut les voir notamment sur Kérastase ou Goutte Garnier, si la régie peut nous aider. Toutes nos marques sont très actives, mais je dois dire qu'effectivement, la marque Garnier a été une des premières à prendre... Peut-être la slide suivante. La slide suivante, éventuellement, effectivement, qui est sur donc, un grand lancement qui a été donc, Garnier Good, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est une coloration, avec au cœur de la démarche une démarche à la fois prendre soin du cheveu, mais aussi des ingrédients qui sont effectivement... une démarche écologique derrière. Et effectivement, en fait, ça a été une des premières marques à mettre ce QR code au sein de l'ensemble de son lancement pour pouvoir déployer un certain nombre de contenus derrière et en fait avoir un rôle pédagogique, puisque la coloration, à la base, était perçue comme coloration avec ammoniac et pas forcément toujours un produit sur lequel c'est facile de communiquer. Et donc là, en fait, il y a eu une démarche d'éducation hyper forte, à la fois sur quels sont les ingrédients, mais aussi quel est comment on s'applique ce produit, la performance de ce produit et effectivement des informations aussi sur la sustainability de nos produits. Donc ça permet vraiment une expérience extrêmement complète que nous pouvons fournir à nos consommateurs. Alors, j'avais beaucoup aimé une expression que vous aviez utilisée pendant la préparation, qui était la programmatique du contenu. C'est-à-dire de nous dire, voilà, on a beaucoup parlé de la programmatique de la publicité il y a presque même 10 ans de cela. Et finalement, c'est une nouvelle logique de programmatique qui s'ouvre à nous, marketing, et qui va nous permettre de délivrer à chaque fois le bon contenu au bon moment. Effectivement, alors ça c'est le champ des possibles qui s'ouvre à nous. C'est-à-dire qu'un produit dans une salle de bain, avant d'arriver dans la salle de bain, il est dans un rayon. Et donc l'expérience qu'on peut proposer à nos utilisateurs va être plutôt une expérience d'information, de convaincre nos consommateurs d'acheter ce produit. Une fois que le produit est dans la salle de bain, c'est plutôt le bon usage de ce produit, donc de déployer des informations ou des contenus qui soient différents de la première phase. Et puis enfin, il y a la phase de post-achat. Et donc le post-achat, c'est quoi? Et on y reviendra un peu plus tard, mais c'est quelles sont les expériences qu'on propose après l'utilisation du produit. Et donc tout ça nous amène à réfléchir à nouveau dans cette expérience augmentée à comment notre produit devient vraiment un outil évolutif fonction du journée du consommateur. Donc c'est là où effectivement le champ des possibles est assez infini, comme le disait Didier. Miguel, vous me disiez, vous, en préparation, qu'on pouvait aller même jusqu'à réinventer finalement la relation au consommateur dans le magasin et son expérience. Bon, si on s'autorise à rêver un peu, parce que parfois c'est bien quand même de s'autoriser à rêver un peu. Oui, je pense qu'en fait, à terme, on pourrait révolutionner l'expérience pour les clients, pour les consommateurs au magasin avec une expérience augmentée, voire omnicanal, vraiment omnicanal. Et peut-être juste pour rendre ça plus concret, je dirais en fait, voilà, je vais donner 3 exemples. Tout d'abord, évidemment, d'avoir accès à des informations produits beaucoup plus riches. On parlait tout à l'heure des informations nutritionnelles, mais pourquoi pas penser à des ingrédients, à des recettes, à des conseils. Évidemment, j'ai fait le lien ici avec la mission de Carrefour qui est le mieux manger, mais bon, je pense que ça se décline sur les autres secteurs parfaitement.
Deuxièmement, moins sexy, mais quand même important, la promo. La promo. Aujourd'hui, je pense qu'on réalise tous que les modèles de promo classiques avec voilà, un catalogue physique qui s'est distribué partout dans la France, voilà, c'est en train voilà, d'arriver à la fin. Et donc, les catalogues physiques, voilà, il va éventuellement, on n'entendra plus parler à un moment. Et donc, la promo, demain, ça va se passer où? Ça va se passer au magasin et ça va se passer ici. Et donc, le fait d'avoir des QR codes qu'on va pouvoir scanner pour avoir accès à une promo au magasin, c'est extrêmement important, différenciant. Et par ailleurs, ça permettra aussi, on parle beaucoup de personnalisation, ça permettra de faire une promo qui est réellement beaucoup plus personnalisée au niveau du consommateur. Et puisqu'on s'autorise à rêver, je vais rêver avec un troisième exemple, qui est est-ce qu'on pourrait réinventer l'expérience en caisse également? Et par exemple, si on a les informations en fait, du consommateur quelque part et du produit qui sont bien, on pourrait biper en caisse si on voit par exemple qu'on a sélectionné un produit avec des allergènes auxquels un tel client est sensible. Voilà. Donc une individualisation beaucoup plus forte de la relation en magasin finalement. Exactement. Alors, on a parlé réglementation, on a parlé engagement consommateur. Le troisième défi qui avait été, troisième enjeu à fort potentiel qu'avait évoqué Delphine, c'était l'économie circulaire. Je vous redonne la parole pour aller un peu plus en avant sur ce sujet-là qui est très important aujourd'hui. Oui, effectivement. Donc, travailler dans l'industrie textile, c'est adresser au regard de sa marque, de son entreprise, tous les différents modèles de nouveaux modèles d'affaires d'économie circulaire. J'entends par là seconde main, location, réparation et autres. Donc, une des questions clés qu'il faudra se poser concernant le textile, c'est où est-ce que je mets ce QR code? Est-ce que je le mets sur l'étiquette en papier? Mais dans ce cas-là, je viens réduire énormément l'accès à l'information, ou est-ce que je trouve des solutions qui existent aujourd'hui sur le marché de QR code tissés et qui vont en fait rester véritablement sur le textile et à décliner sur la chaussure également. Je sais pas, un gros QR code sur la semelle inusable, par exemple. Mais ce sera une question clé. Parce qu'en fait, on souhaite communiquer des informations avant achat, mais également après achat, comme tu le partageais tout à l'heure. Si on regarde d'un peu plus près les différents modèles d'affaires, on a tout d'abord comment prolonger la durabilité, la durée de vie de mon produit. Et donc là, le QR code peut intervenir en préventif et en curatif. Une des premières raisons d'usage prématuré d'un textile, c'est le mauvais entretien. Je ne sais pas vous, mais en règle générale, notre machine à laver, même si elle a toutes les options du monde, elle n'a qu'un seul programme, c'est 30 degrés, 1200 tours minute en mode éco. En fait, au-delà de cette petite étiquette avec plein de logos incompréhensibles, au-delà de la température, on n'y comprend pas grand-chose, on pourrait envisager d'avoir des tutos beaucoup plus clairs sur comment entretenir telle ou telle matière. Par exemple, le jean, le jean, ça ne se lave pas en fait. Sauf si vous avez une grosse tache, vous l'aérez et il n'y a pas besoin de le laver. Donc ça, c'est une des premières options. Ensuite, quand arrive le trou ou la tache, qu'est-ce que je fais? Eh bien, le QR code pourrait m'informer sur la longueur du zip à utiliser, la taille du bouton à remplacer, pourrait me mettre un tuto pour le faire moi-même, ou alors me communiquer l'adresse du réparateur agréé, agrément qui vient d'arriver la semaine dernière dans le monde du textile, qui donne droit au bonus réparation, et qui va me permettre de faire réparer chez un réparateur bien spécifique pour un prix beaucoup plus accessible. Et enfin, puisque s'agissant de ces nouveaux modèles d'affaires, il faut également adresser en fait un peu l'imaginaire et donc l'enchantement. Et donc, comment je rends une réparation fun, sympa et qui me fait rêver? Eh bien, sur Instagram, aujourd'hui, vous avez tout un tas d'influenceurs qui sont capables de vous parler du visible mending. C'est comment faire du beau avec hashtag j'assume ma tâche et je viens rajouter une petite broderie sympa dessus. Et donc, vous pourriez envisager d'avoir tout ça embarqué sur ce QR code. Ensuite, le recyclage. Eh bien, le recyclage, déjà, en fait, le QR code pourrait vous dire où est la borne de collecte la plus proche. Aujourd'hui, seulement 20% des textiles sont collectés dans une borne de collecte, puisque le consommateur pense qu'il ne peut y mettre qu'un textile en bon état. Demain, lui réexpliquer que 100% des textiles doivent aller dans ces bornes et surtout pas dans la poubelle classique est un enjeu majeur. Et enfin, pour l'industriel demain
qui va vouloir en fait démembrer le produit, c'est un mot un peu barbare, lui redonner les informations de la matière, de la fibre, les informations pour l'aider en fait à retransformer ce produit, soit pour une autre industrie, soit pour en refaire des vêtements, est fondamental. Si on parle ensuite de seconde main, eh bien, on pourrait envisager que ce QR code vous communique l'année, mais également le prix de vente. Aujourd'hui, c'est une vraie foire d'empoigne de négociation sur Vinted pour savoir quel était le prix de vente, le prix neuf. Il y a un véritable Argus. Donc, vous pourriez même estimer dès la vente un produit d'Argus pour que le client achète en conscience et sache déjà à combien il va revendre son produit. C'est ce qui se fait un peu quand vous achetez une voiture aujourd'hui. Ensuite, vous pourriez avoir un certificat d'authenticité. Et enfin, vous pourriez envisager en fait que le client puisse venir réalimenter ce QR code en racontant, là je vais vous reparler de réenchantement, le nom du bébé qui a apporté ce produit et savoir que Nina, avant Lola, a apporté le petit body de Paul à la fin. Vous venez redonner de la valeur au produit et c'est fondamental. Et enfin, sur la location. Sur la location, aujourd'hui, ce sont des modèles d'affaires qui se développent de plus en plus. Quand la durée de vie du produit est supérieure à sa durée d'usage, à quoi ça sert d'acheter quand je peux louer ? Là, pour le coup, je vous parlerai de la marque que je représente et notamment sur la location de vêtements de grossesse, sur des vêtements de maternité que la femme va porter pendant un temps très court. Eh bien, pour pouvoir affiner mon modèle d'affaires, j'ai besoin de savoir combien de fois ce jean de grossesse a été loué et non pas une moyenne. J'ai besoin de savoir ça pour affiner le modèle financier, mais également pour pouvoir remonter de l'info au département qualité en lui disant « Là, ton jean, il ne tient pas la longueur. Moi, dans mon modèle, j'ai besoin que le produit soit encore plus durable. » Donc ça, c'est pour répondre aux différents enjeux d'économie circulaire. Mais au-delà de ces modèles d'affaires, on va pouvoir informer et on va pouvoir certifier. Aujourd'hui, vous avez le client d'une part qui a en tête, quand on lui dit textile, Rana Plaza, Ouïghour, travail forcé en Ouzbékistan. De l'autre côté, vous avez les entreprises qui, pour certaines, ont été trop loin, qui ont été taguées de greenwashing, et celles qui font plein de choses, mais qui n'osent pas le dire, on appelle ça l'éco-silence, c'est le greenwashing, et qui se disent « Non, non, mon Dieu, si je ne peux pas le certifier, je ne le dis pas ». Et entre tout ça, le QR code va nous apporter des solutions. Tout d'abord, sur l'accès à l'information, c'est-à-dire que l'entreprise va pouvoir communiquer sur les labels, sur une vulgarisation du label. Aujourd'hui, quand vous allez en magasin, vous voyez une étiquette verte, vous vous dites c'est bio, ouais, c'est génial, c'est bon pour la peau. Non, c'est bon pour la planète. Ecotex, ouais, c'est génial, mais c'est bon pour quoi ? Le Cradle to Cradle, le Ginologia, le EcoVero, c'est la foire au label. Demain, vous allez pouvoir parler bénéfice client et lui expliquer exactement à quoi ce label a servi et redonner également de la valeur au produit. Aujourd'hui, dans un contexte où il est compliqué d'opposer la fin du mois et la fin du monde, redonner de la valeur au produit pour permettre aux clients d'acheter en conscience est fondamental. Et enfin, apporter la preuve. Au-delà en fait du QR code, vous avez donc le passeport numérique que ce QR code va embarquer. Ce sera les éléments de preuve. Je pourrai certifier en lien avec une blockchain d'où vient mon fil de coton, dans quelle usine je suis passée et pouvoir certifier l'ensemble de mes labels. Et là, l'entreprise agit en toute transparence auprès de ses clients. Merci beaucoup Delphine. Est-ce que le groupe L'Oréal est aussi concerné par ces sujets d'économie circulaire ? Alors, pas tout à fait d'économie circulaire dans les logiques de produits cosmétiques, mais plutôt de recyclage. Et effectivement, l'engagement du groupe L'Oréal, c'est qu'on travaille à toutes les logiques qui permettent donc de recycler nos produits, une démarche qui soit bonne pour la planète et aussi des engagements sociétaux. Et je dirais que là-dessus, le QR code est pour nous une véritable opportunité sur l'éducation de nos consommateurs. On parlait de différents moments de consommation et le fait que ce QR code soit sur un produit et avec des points d'interaction avant l'achat, pendant l'achat et au moment où je l'ai terminé. Et qu'est-ce que j'en fais ? C'est dans ma salle de bain. Bon, moi, je n'ai pas encore les 3 poubelles installées dans ma salle de bain, je dois le dire. Et donc, j'ai souvent le questionnement. Alors, sur le verre, c'est moins inquiétant parce que c'est assez facile. Mais sur tout le reste, je ne sais pas exactement quoi en faire. Quand on a un mascara, la brosse mascara, le tube en plastique, il y a parfois pas mal de questions qu'on peut se poser. Et donc, là encore, le QR code peut nous apporter pas mal de possibilités pour éduquer nos consommateurs et leur indiquer quelles sont les bonnes façons de recycler ou en tout cas de jeter son produit.
Et c'est un vrai engagement que doit avoir le groupe L'Oréal envers ses consommateurs. Donc je dirais que c'est la première mission. Et le deuxième élément qui est important pour nous, c'est aussi toute la partie, on en a beaucoup parlé, de la transparence, de la traçabilité, qui rejoint pour moi cette dimension, le point important sur notre engagement vis-à-vis de la planète. Et donc, quelles sont les informations qu'on va transmettre à nos consommateurs pour qu'ils puissent à la fois effectivement bien recycler, mais bien acheter. Donc, on est réellement, grâce à ce QR code, avant l'achat, pendant l'achat et après l'achat, avec une capacité d'information et de contribution pour la planète et pour l'utilisation de nos produits dans le bon sens. Et je rajouterais que sur toute cette partie donc, de recyclage, aujourd'hui, l'engagement qu'on a, c'est aussi tout ce qu'on a sur les parfums avec les refillables. Et parfois, les gens ne savent pas comment on refill son parfum. Et donc là aussi, il y a toute une logique de tutoriel pour pouvoir aider nos consommateurs à bien re-remplir et consommer de manière plus consciencieuse. Stéphane, un mot à ajouter ? Oui, peut-être pour réagir et de manière très concrète, je me souviens quand on commençait à travailler sur ce projet des consignes de tri et toutes les discussions pareilles avec d'autres autorités sur le côté un peu cryptique des logos pour essayer de faire comprendre au consommateur comment il allait devoir trier un produit cosmétique. Et par définition, nos produits sont vendus dans beaucoup de pays. Et par définition, les circuits de recyclage sont très différents d'un pays à l'autre. Et donc, avec le QR code, on arrive, parce que le QR code est magique et permet de savoir où il est scanné, d'afficher des consignes qui sont adaptées avec là où je vis et qui je suis. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, sur la politique des petits pas, c'est-à-dire que je crois beaucoup dans le domaine environnemental à la contribution que chacun de nous peut avoir. Et là-dessus, les marques s'engagent aussi, quand on scanne le QR code et qu'on accède à des informations environnementales, sur moi, en tant que consommateur, dans l'utilisation de ce produit, ce que je peux faire. Et je vais vous donner un exemple très simple. En fait, l'impact principal en termes d'émissions de CO2 d'un shampoing, c'est l'énergie qui est utilisée pour chauffer l'eau que vous utilisez sous la douche le matin pour rincer le shampoing. Et donc, partager cette information-là et donner des exemples simples comment on peut éteindre le robinet pendant qu'on se savonne la tête. C'est des choses très simples, mais c'est cette petite politique de petits pas qui aide à expliquer comment on peut faire des efforts. Et ça, l'expliquer sur un packaging, c'est juste impossible. Avec un élément vidéo, on peut le faire de manière très simple. Donc on voit bien l'avantage de cette technologie par rapport à son, j'ai presque envie de dire, ancêtre du code barre. Mais très concrètement, Didier, comment va se passer cette transition entre le code barre et le QR code augmenté GS1 ? Alors, le QR code augmenté GS1, il va remplacer à terme, on l'a dit, le code barre. Cette transition, cette migration, elle va se produire dans la durée. Je l'ai mentionné, on parle d'1 milliard de références, pas beaucoup plus donc en termes de produits, mais 1 milliard de références produits dans le monde, c'est énorme. Donc on va bien prendre le temps de faire les choses proprement. Et n'oublions pas qu'il va falloir aussi changer non seulement le code barre et le remplacer par un QR code, mais de changer également tous les lecteurs laser qui permettent de lire ce QR code. Et ça, le nombre est évidemment incalculable sur l'ensemble de la chaîne. Alors, la transition d'un standard aussi universel que celui du code barre en un standard tout aussi universel, à savoir le QR code augmenté, va prendre un petit peu de temps, ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc, ce qu'on s'est dit au niveau des instances internationales de GS1 et en collaboration aussi avec le Consumer Good Forum, c'est qu'on se donnait 2027 pour que tous les lecteurs dans le monde puissent lire le QR code augmenté. Et 2027, c'est aussi la date à laquelle, Vanina, les marques pourront décider de progressivement se séparer du code barre. Pour autant, il nous reste 4 ans. Il ne faut surtout pas attendre 2026 pour s'y mettre. Nous, on recommande évidemment très fortement de s'emparer dès maintenant de cette nouvelle technologie. D'abord parce que pourquoi se priver de tous ces cas d'usage et se préparer au passage en caisse et garder tous les avantages du code barre dès maintenant, mais aussi et surtout parce que, comme on l'a déjà vu, ça va demander, Vanina, beaucoup de travail, de collaboration au sein même des entreprises. On est en train
de faire on parle d'une modification dans le produit lui-même, puisque le QR code augmenté devra être pré-imprimé sur le packaging ou imprimé au moment du conditionnement. Et que tout ça, ça demande d'aligner des planètes, d'aligner la supply chain, les achats, le marketing, la RSE. Et ce travail collaboratif, il va se faire sur la durée. Donc, on pense que c'est maintenant que ça se passe et c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Alors, je reprends l'exemple du groupe L'Oréal, puisque vous avez été très précurseur sur le sujet. Vous disiez, je crois, 5 ans tout à l'heure, vous avez commencé à tester la technologie simple, non homologuée GS1 il y a 5 ans. Vous en êtes où aujourd'hui ? Vous aviez pris un peu d'avance. Vous en êtes où aujourd'hui dans cette transition ? Alors cette transition, heureusement qu'elle a été prise déjà il y a 5 ans, parce que je dirais que la phase d'évangélisation, comme on aime à l'appeler, si on pouvait se permettre de l'appeler comme ça, est largement, je dirais, plus qu'entamée, voire terminée chez nous, dans le sens où les marques ont déjà pris le sujet et commencé à évaluer comment sur l'ensemble de leurs produits ce QR code pouvait être intégré. Aujourd'hui, 40% de nos nouveaux lancements sont équipés d'ores et déjà du QR code augmenté. Donc, ce qui n'est pas rien quand on sait qu'on produit, comme le disait Stéphane, 7 milliards de produits par an. Et donc, cette phase déjà de comment comprendre et comment l'appliquer et l'intégrer dans nos décors est une première phase importante. Et là, maintenant, on est plutôt dans une phase d'apprentissage de l'engagement consommateur, des contenus qu'on doit produire et qu'est-ce qui porte de la valeur dans le message consommateur. On a parlé de beaucoup d'opportunités aujourd'hui. On a parlé aussi d'opportunités pour rêver, comme le disait Miguel. Je pense que notre rôle aujourd'hui et la phase dans laquelle on est, c'est justement d'observer la donnée et de voir quelles sont les interactions des consommateurs avec les différents contenus à différents instants de leur parcours consommateur et de leur parcours de beauté pour s'assurer qu'on livre la meilleure expérience possible et à nouveau avec cette capacité et cette possibilité d'être agile grâce à ce QR code augmenté. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans un ramassage des pratiques de l'ensemble de nos marques pour bien évaluer, fonction des catégories, puisqu'en fait les logiques et les attentes ne sont pas les mêmes qu'on parle d'un produit de coloration, qu'on parle d'un parfum, où on va chercher plutôt une expérience immersive et des mondes virtuels peut-être sur le flacon ou des données plus de transparence sur certains produits. Donc on est vraiment dans cette phase-là aujourd'hui et heureusement qu'on a pris ce virage parce que du coup, au moment où tout ça va se mettre en place de manière beaucoup plus structurelle, quelque part, je dirais qu'on aura la chance d'avoir un avantage compétitif et déjà cette compréhension derrière nous. Alors d'autres entreprises vont devoir prendre ce virage, on l'a bien compris. Virage non négociable à 2027. Est-ce qu'on peut délivrer justement pour l'auditoire les bonnes pratiques méthodologiques, les bons conseils, les partages d'expériences pour réussir cette transition? Je vais donner la parole à Carrefour et à Miguel. Les bonnes pratiques, est-ce que, nous, pour être clair, on n'a pas trouvé la recette du succès encore. Et je dis ça avec énormément d'humilité, mais c'est la réalité. Et d'ailleurs, quand je regarde en fait ce qu'il fait L'Oréal, pour moi, c'est une source d'inspiration parce qu'ils sont beaucoup plus avancés sur le sujet que nous. Et voilà, c'est très inspirant pour nous de voir ça et d'apprendre avec vous. Je vais peut-être vous partager en fait ce qui fonctionne pour nous aujourd'hui. Je dirais 3 choses. 1, c'est pas un sujet technologique. C'est pas un sujet technologique, c'est un sujet business. Et donc c'est pas les chefs de la tech de Carrefour qui va faire ces changements. C'est très important que dans les entreprises, les digital et les business travaillent ensemble sur ce type de programme. Pourquoi? Parce qu'on imagine des cas d'usage business, mais aussi on a des impacts business très importants, très concrets, comme par exemple le fait de faire évoluer le packaging. Voilà, donc ça c'est travail on for in the box, pour reprendre en fait notre terminologie de travail collaboratif. Et pour moi, ça veut dire par exemple concrètement travailler ça très étroitement avec notre fonction MDD de la marque distributeur et avec la fonction marketing. Donc ça en est un pour moi. Donc ce n'est pas un sujet technique, mais c'est quand même un sujet technique. Et donc tu l'as dit Didier, en fait il y a l'adaptation de tous les scanners, donc ça en est un. Moi, je vais en rajouter une autre. Il y a l'adaptation aussi des logiciels de caisse. Donc là, sur celui-là, en fait, chez Carrefour, on a la chance d'avoir pris un petit peu d'avance, un petit quart d'heure d'avance, puisqu'on est en train de refaire notre logiciel de caisse maison. C'est un projet fabuleux, il s'appelle SmartPOS. Et SmartPOS, évidemment, il va être préparé pour des QR codes augmentés. Et 3, je pense que c'est très important d'embarquer. Aujourd'hui,
pourquoi on est en train de parler de ça aujourd'hui? Certainement, en fait, c'est un sujet sur lequel moi je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle énormément des IA génératifs, mais probablement pas assez de ça, et donc évangéliser. Et je dis ça pas seulement d'un point de vue Carrefour, d'un point de vue GS1 aussi. En fait, voilà, Stéphane, Didier et moi, nous appartenons tous les trois au board monde de GS1. C'est un sujet qu'on a évoqué il y a un an. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui, vous entendez parler des GS1. Voilà, on prend la parole pour expliquer l'utilité de ces QR codes augmentés. Donc, je me retourne vers L'Oréal. Donc, 5 ans de pratique déjà. Alors, quelle bonne pratique? Donc effectivement, on a commencé à petite échelle avec quelques marques, comme le disait Nathalie. Ce que je voulais dire, c'est qu'avant tout, ce n'est pas un frein technologique. Parce que, in fine, imprimer un QR code sur les packaging, ce n'est pas tellement plus compliqué qu'imprimer un barcode. C'est loin d'être simple, mais ce n'est pas plus compliqué. Donc, si on travaille avec ses fournisseurs, ses lignes de conditionnement, ses usines, ses centrales de distribution, on y arrive. Là où il y a un peu de magie quand même, et je ne dévoilerai pas toute la magie, c'est dans ce que j'ai appelé l'aiguillage contextuel. Et il y a un soupçon de technologie, et c'est là-dessus qu'on a beaucoup appris et qu'il faut tester, qui est, je scanne un QR code, je suis emmené vers un contenu digital. Et comment je passe d'un QR code fixe sur un produit à un contenu qui peut varier? Là, il y a un peu de techno et ça demande un peu d'apprentissage. Et c'est là-dessus où, au cours des 5 ans, on a beaucoup appris. Après, le point important, c'est que ce projet-là, ce n'est pas un projet de la supply, ce n'est pas un projet des opérations, ce n'est pas un projet de la tech. C'est un projet du marketing, c'est un projet de l'expérience consommateur. Parce que, in fine, mettre un QR code, si c'est pour qu'il ne soit pas scanné par le consommateur, ça ne sert pas à grand-chose. Donc toute la question, c'est comment on va faire que chacun d'entre nous, on aura un intérêt à scanner ce QR code. Et c'est là où on a fait beaucoup d'apprentissage sur qu'est-ce que l'on écrit autour du QR code, ce qu'on appelle en anglais le call to action. Beaucoup d'apprentissage sur les contenus. Quel contenu on va proposer, comment on les structure, comment on travaille sur le fait que certains ils veulent de l'information environnementale, certains consommateurs veulent des informations sur le recyclage, d'autres veulent des informations sur les ingrédients. Et donc comment avec un seul QR code, quand on le scanne, on arrive à proposer l'ensemble de ces informations-là. Donc pour moi, les bonnes pratiques, c'est vraiment de travailler de manière pluridisciplinaire, mais beaucoup avec les marques, sur l'expérience consommateur et de vraiment se mettre à la place des consommateurs pour se dire qu'est-ce que je veux voir quand je scanne ce QR code. Delphine, vous aviez un raisonnement qui était extrêmement intéressant pendant la préparation. Justement, on vient de dire qu'on parlait peut-être beaucoup d'IA générative et pas assez du QR code augmenté GS1. Et vous disiez, en fait, finalement, cette technologie, il faut la déployer comme on déploie l'IA aujourd'hui dans les entreprises. Exactement. La question, en fait, ce n'est pas l'outil pour l'outil, c'est de s'interroger sur les cas d'usage. La finalité n'est pas le QR code. J'adore cette notion de aiguillage contextuel. Je te l'ai déjà dit d'ailleurs. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est se poser la question de se dire quelle histoire on veut raconter derrière. Ça, c'est en amont. Et en fonction de ses priorités, de sa marque, de ses modèles d'affaires, de décliner les cas d'usage, et le QR code sera un outil au service de ces cas d'usage. Et donc, avoir en tête que ce QR code peut toucher tout le monde, donc il faut embarquer tout le monde, et ça s'adresse au regard d'entretien individuel et d'un kick-off en interne pour pouvoir lancer le go. Nous, c'est pareil, hein, Miguel, nous, on est par rapport à L'Oréal, on est au début, mais en plein dedans. Alors, dernière grande question, on est tous, enfin vous êtes tous en train de dire depuis 50 minutes, puisqu'on y arrive, il faut s'y mettre maintenant. Pour autant, l'échéance, c'est en 2027. On a l'impression qu'on a du temps. Alors, pourquoi maintenant? En fait, la clé, c'est pas d'attendre de ne plus avoir le choix, c'est d'y aller et de se poser la question justement pour avoir le temps d'apprendre et d'adresser tous ces cas d'usage. Dans le textile, dépendamment de si vous êtes fashion, ultra fast fashion ou industriel, le temps peut être long, de plusieurs mois entre le premier coup de crayon et la mise sur le marché. Mais tout le retard que vous prenez, c'est autant de produits qui sortiront en fait et qui seront mis en vente sans tous ces cas d'usage adressés et sans toutes ces informations consommateurs. Donc il faut y aller dès maintenant et commencer à travailler en interne.
Miguel, pour le groupe Carrefour, on a bien compris qu'il y avait beaucoup de chantiers chez vous, mais qu'est-ce que vous pourriez dire aux entreprises pour les convaincre d'y aller maintenant? Il faut y aller maintenant, c'est sûr. Alors, 4 ans, ça peut paraître très long. Si je prends la casquette du groupe Carrefour, pour une compagnie comme nous, 4 ans, ce n'est pas si long pour un tel chantier. Voilà, une quarantaine de pays au monde. Si on reprend l'idée de tout ce qu'on va devoir faire sur notre marque propre, juste pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, plus de 30% de nos produits qui sont vendus par Carrefour, c'est la marque de Carrefour. Et en fait, on essaye de travailler pour arriver à 40% d'ici 2026. Donc, on parle de 11 000 quand même références au monde. C'est assez énorme. Imaginez changer tout le packaging de toutes ces marques propres. Ça fait quand même du travail. Et ensuite, on a parlé de réinventer le use case, adapter la techno. Voilà, c'est quand même beaucoup de travail. Et encore une fois, pour un groupe comme Carrefour, où on n'est pas toujours benchmark en agilité sur le digital, on s'améliore, mais voilà, il faut certainement qu'on aille encore plus vite. C'est beaucoup de travail, donc il faut démarrer maintenant. Mais plus important que ça, pour moi, si je prends notre philosophie du 5-5-5, c'est-à-dire en fait, les clients, c'est les chefs. Voilà, c'est pas les chefs d'entreprise, les seuls chefs, c'est les clients. Et donc, c'est ça qui est important. Moi, je pense qu'ici, sincèrement, on est face à un besoin consommateur très clair. Les gens ont envie de savoir qu'est-ce qu'ils achètent, tout simplement. Et quand on voit le succès des applications comme Yuka, bon, c'est évident qu'il faut qu'on les donne ça tout de suite, sans attendre 4 ans. Didier Veloso disait pendant la préparation, les attentes clients n'attendront pas 2027. Je vous pose également la question, groupe L'Oréal, comment on peut convaincre les entreprises d'y aller maintenant? Alors, je dirais que pour convaincre, utiliser nos expériences, c'est-à-dire qu'en fait, là, il faut construire et il faut comprendre. Donc, il faut tester. Et donc, on a parlé de beaucoup d'opportunités. On a parlé donc des cas d'éducation, des cas de transparence, d'autres cas d'usage tout au long du parcours consommateur et qui est très différent. Alors, moi, je parle de toute la partie cosmétique où il y a déjà différentes catégories de produits. Mais concrètement, il faut y aller maintenant pour pouvoir apprendre. Et heureusement, à nouveau, qu'on s'y est pris maintenant pour commencer à avoir des cas d'usage et une courbe d'expérience. Donc, je dirais que le plus tôt, le mieux pour pouvoir adapter les contenus et parce que le consommateur va aller très, très vite et donc être aussi de plus en plus exigeant. Et donc, quand il ne le verra pas sur certains des produits, il se dira, bah mince, finalement, sur ce produit, si je n'ai pas la qualité d'information que je peux avoir sur mon concurrent, je vais peut-être partir sur celui qui m'offre le plus d'informations et de transparence. Donc, je dirais que oui, maintenant, pour aussi construire son avantage compétitif et anticiper les pratiques des consommateurs. Stéphane? En fait, dans le domaine des consumer goods, on a tous un attachement affectif aux produits. On se souvient tous de notre premier lancement, on a tous montré à nos enfants, ça c'est le produit que papa a lancé. Et avec le QR code, on vient révéler l'âme du produit. C'est-à-dire on vient révéler ce qui se cache derrière le produit. Et donc, parce qu'on a tous un attachement affectif à nos produits, c'est important de partir lancer, parce qu'il faut bien réfléchir à ce que l'on veut révéler sur le behind the scene de nos produits. Didier, je vais vous laisser le mot de la fin. GS1 France s'engage à accompagner les entreprises dans cette transition, qui n'est pas une mince affaire, on le voit. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Quelle est la dernière chose que vous avez à leur dire? D'abord, je vais remercier mes petits collègues. Et puis, ce que j'aurais à leur dire, c'est qu'il faut s'y préparer maintenant. Il faut exploiter tout le pouvoir de la donnée produit et accompagner cette révolution qui s'annonce, qu'il faut s'y préparer dès maintenant, qu'il faut s'emparer, déployer le QR code augmenté. Alors je sais que les grands groupes s'y sont pris déjà pour certains d'entre eux. N'oublions pas que GS1 France accompagne 58 000 adhérentes, sociétés adhérentes, et que 90% sont des petites et des moyennes entreprises. Donc c'est important aussi qu'on les sensibilise et qu'on les accompagne pour bien leur expliquer l'avantage concurrentiel qu'elles peuvent avoir elles aussi, le petit producteur de miel dans la Creuse, qui va s'emparer de ce QR code pour pouvoir justement avoir aussi un contact différent avec ses consommateurs. Et donc, pour conclure, peut-être que GS1 France est là pour accompagner toute cette transition. Ça va prendre, on a déjà commencé, on va continuer. On est complètement en travail, complètement ensemble sur ce sujet-là.
C'est 1 milliard de références, je le redis, parce que c'est vraiment un travail titanesque au niveau global et c'est important que la France, l'Europe, le monde s'y attellent. Et en faisant tout ça, en s'emparant du QR code augmenté GS1, ce qu'on est en train de faire en toute modestie, c'est de réinventer le nouveau symbole du commerce mondial de demain. Et je crois qu'on espère tous que ce commerce mondial sera un petit peu plus responsable que celui d'avant. Donc merci à tous et merci à vous, Vanina, pour Merci beaucoup. cette séquence. Merci.